Possédez-vous des actions dans une entreprise? Avez-vous déjà investi en bourse, consulté un portefeuille financier ou simplement utilisé le terme actionnaire? En anglais, la langue qui domine la finance mondiale, le mot pour désigner un actionnaire est stockholder. Je veux que vous preniez un instant pour réfléchir à l'origine de ce mot. Avez-vous déjà osé vous demander d'où il vient réellement? Je ne parle pas du mot stock dans le sens d'un inventaire de marchandises dans un entrepôt ou d'une réserve de fourniture. Je parle de stock en tant que participation financière, en tant que part de propriété, en tant que marché boursier. Ce mot, qui définit aujourd'hui l'économie globale, le commerce à haute fréquence, la politique monétaire et la richesse même des nations, provient littéralement, physiquement et historiquement d'un simple morceau de bois. Plus précisément, il provient de la moitié la plus longue d'un bâton de comptage taillé, un morceau de bois de noisetier qui était physiquement remis à la personne détenant la créance financière, c'est-à-dire le stockholder, le détenteur du bâton. Et pendant 726 ans, de manière continue et ininterrompue, c'est exactement ainsi que l'Angleterre a tracé ses dettes colossales, enregistré la totalité de ses impôts et géré l'intégralité de son économie impériale. Pas avec des banques centrales, pas avec du papier-monnaie adossé à l'or, pas avec des algorithmes complexes ou des bases de données numériques cryptées, avec de simples morceaux de bois de noisetier sculptés d'entailles précises, qui étaient ensuite fendus en deux sur toute leur longueur pour empêcher toute possibilité mathématique ou physique de falsification. Une moitié revenait au créancier, l'autre moitié revenait au débiteur. Le grain interne et chaotique du bois correspondait d'une manière si organiquement parfaite que la contrefaçon était, à toute fin pratique, une impossibilité absolue. Ce fut le système silencieux qui a littéralement financé et construit les fondations de l'Empire britannique. Et puis, au cours de l'année 1834, ils ont délibérément brûlé jusqu'au tout dernier de ces bâtons de bois. Et, dans le processus de cette destruction méthodique, ils ont accidentellement réduit le Parlement britannique en cendres. Je ne cherchais pas cela quand j'ai commencé mes recherches. J'explorais une piste complètement différente. Je me plongeais dans les origines obscures de la terminologie financière, essayant de comprendre pourquoi nous utilisons les mots spécifiques que nous utilisons pour décrire l'argent, le crédit, la dette et l'investissement. L'étymologie est souvent un fantôme tenace qui préserve jalousement ce que les documents de papier ne peuvent pas ou ne veulent pas conserver. Et lorsque j'ai retracé le mot stockholder jusqu'à ses racines les plus profondes, je me suis retrouvé à fixer un système monétaire et de crédit qui précède la fondation même de la Banque d'Angleterre de près de 6 siècles complets. Un système d'une ingéniosité si frappante, si extraordinairement efficace et résistant, qu'il a fonctionné sans interruption de l'an 1100 après Jésus-Christ jusqu'à son abolition en 1826. Un système dont les innombrables archives physiques, des siècles de données économiques, ont ensuite été délibérément, systématiquement et bureaucratiquement anéantis. Plus je creusais dans les archives poussiéreuses de cette époque, plus l'histoire devenait étrange, sombre et révélatrice sur la nature même du pouvoir. Avant de plonger dans l'anatomie terrifiante de cette destruction, je dois vous demander quelque chose d'important. Si vous faites partie de ceux qui refusent d'accepter la narration préemballée qu'on nous sert au quotidien, si vous cherchez instinctivement les fissures dans l'imposant mur de l'histoire officielle, abonnez-vous à cette chaîne. Aimez cette vidéo, partagez ce document. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous en m'indiquant depuis quelle ville, quel pays, vous menez vos propres enquêtes. Nous ne sommes pas juste des spectateurs. Nous sommes une communauté en train de reconstituer un vaste archipel de mémoires fragmentées, un d'archives de ce qu'ils ont désespérément tenté d'effacer. J'ai besoin de savoir où vous vous trouvez sur la carte. En l'an 1100, le roi Henri Ier, le fils de Guillaume le Conquérant, a formellement introduit le système des bâtons de comptage, ou tally sticks, en Angleterre. La mécanique intime de ce système était d'une élégance absolue dans son apparente simplicité. Un bâton de bois de noisetier, mesurant approximativement la distance entre la pointe du pouce
et celle de l'index écarté étaient marquées d'entailles profondes pour indiquer des montants financiers spécifiques. Un document historique fascinant. Le dialogue sur l'échiquier, un manuel administratif fondamental rédigé au XIIe siècle, expose les dénominations exactes avec une précision qui force l'admiration. Une entaille de l'épaisseur de la paume d'une main représentait la somme massive de 1000 livres. La largeur d'un pouce humain signifiait 100 livres. La largeur du petit doigt signifiait 20 livres. Une seule livre sterling était marquée par une coupe de la largeur d'un grain d'orge gonflé. Un shilling était une entaille encore plus étroite, et un penny n'était qu'une simple coupe superficielle qui ne retirait aucune matière du bois. Il ne s'agissait pas de mesures arbitraires ou de symboles abstraits. C'était une standardisation physique absolue, un langage tactile et tridimensionnel de la valeur économique que n'importe qui, du seigneur le plus puissant au marchand le plus analphabète, pouvait lire et vérifier du bout de ses doigts. Une fois que le bâton était taillé avec les encoches exactes représentant la dette ou le crédit, il était fendu dans le sens de la longueur, traversant les marques mêmes qui venaient d'être faites. La pièce la plus longue, celle qui conservait la souche du bâton, était appelée le stock. Elle était solennellement remise à la personne qui avait avancé les fonds, prêté le capital ou payé ses impôts par anticipation. La pièce la plus courte, appelée le foal, revenait au débiteur ou, le plus souvent, à la couronne. Parce que la fente suivait le grain naturel, imprévisible, chaotique et rigoureusement unique du bois de noisetier, les deux moitiés ne pouvaient s'emboîter qu'avec leur partenaire exact. Il n'existe pas, dans la nature, deux morceaux de bois qui se fendent de manière rigoureusement identique au niveau microscopique de leurs fibres. La falsification n'était pas simplement difficile ou sévèrement punie par la loi. Elle était, d'un point de vue matériel et structurel, physiquement impossible. Et cette merveille de cryptographie organique a fonctionné sans faillir pendant 700 ans. L'histoire officielle dit que l'économie médiévale était une ère de ténèbres, barbare, primitive, chaotique, peuplée de monarques cupides frappant des pièces de monnaie dévaluées et rognées. Mais les mathématiques disent autre chose. Les archives matérielles, ou du moins ce qu'il en reste, racontent une toute autre version. Pendant 7 siècles, un système cryptographique décentralisé, basé sur la nature pure et la confiance mutuelle physique, a permis l'expansion financière d'un empire sans l'intervention, la permission ou l'extraction d'une banque centrale contrôlant l'émission de la monnaie. Maintenant, je dois être extrêmement clair sur un point essentiel pour ne pas tomber dans le romantisme historique. Je ne prétends nullement que ce fut un système utopique, parfait ou exempt de défauts. Ce n'était pas de la magie financière immunisée contre la nature humaine, les crises ou l'avidité des gouvernants. Le système avait ses vulnérabilités, principalement liées à l'abus du pouvoir souverain. Le roi Charles II a d'ailleurs réussi à abuser de ce système de manière absolument catastrophique en l'an 1672. Acculé par les dettes de guerre, il a unilatéralement suspendu les paiements de l'échiquier, manquant à ses obligations pour plus de 1,3 million de livres. Dans le processus, il a détruit plusieurs familles bancaires londoniennes de premier plan dans un événement traumatisant qui est resté dans l'histoire sous le nom du « Grand arrêt de l'échiquier ». Les orfèvres devenus banquiers, qui avaient accordé une confiance totale à la parole de la couronne et accumulé d'immenses quantités de ces créances en bois dans leurs coffres, ont découvert du jour au lendemain que leur tally sticks ne valait soudainement plus rien. Au moins 5 grandes maisons bancaires ont sombré dans la banqueroute la plus totale, entraînant la ruine de leurs clients. Plus de 10 000 familles aisées et marchandes se sont retrouvées, selon l'euphémisme cruel de l'époque, financièrement embarrassées. Le roi Charles lui-même admettrait plus tard, avec une légèreté glaçante, qu'il s'agissait d'un faux pas. Je ne suggère donc pas une seule seconde que le système des bâtons de bois échappait à la manipulation ou à la brutalité du pouvoir d'État. Ce que je souligne avec insistance, et ce qui devrait déclencher toutes les alarmes dans votre esprit analytique, c'est ce qui s'est produit immédiatement après ce cataclysme financier. Cette crise,
fabriqués de toutes pièces par la couronne, a mené directement, implacablement, à la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Et c'est précisément ici que l'histoire cesse d'être une simple curiosité économique pour devenir un sombre mystère institutionnel, un cas d'étude sur la manière dont le pouvoir se consolide. La Banque d'Angleterre a été fondée avec l'objectif spécifique, déclaré et public, de prévenir de futurs défauts de paiement, comme le grand arrêt. Elle a été initialement capitalisée par un prêt massif de 1,2 million de livres accordé au gouvernement, et les riches souscripteurs de ce prêt ont été formellement incorporés sous le nom de le gouverneur et la compagnie de la Banque d'Angleterre. Mais voici le détail qui renverse la table. Les tout premiers actionnaires de cette nouvelle banque centrale n'ont pas payé leurs actions avec de l'or étincelant. Ils n'ont pas payé avec de l'argent ou des métaux précieux. Ils ont payé avec des tally sticks, avec des bouts de bois. La loi sur la banque de 1197 a même permis explicitement que jusqu'à 80% des augmentations de capital futures de la banque soient à libérer en utilisant ces mêmes bâtons taillés. Pensez à l'ironie vertigineuse de cette situation. Le nouveau système, l'institution toute puissante qui allait finalement remplacer le bois, monopoliser l'émission monétaire et instaurer le paradigme de la monnaie fiduciaire moderne, a été littéralement financé, amorcé et acheté en utilisant les tally sticks. Le nouvel ordre financier a racheté l'ancien monde en utilisant la monnaie même de cet ancien monde. Je reviens sans cesse à ce détail bureaucratique, encore et encore, car il suggère quelque chose de profondément dérangeant sur la relation entre les systèmes de pouvoir, quelque chose que l'histoire officielle s'efforce d'obscurcir. Ce n'est pas que le bois était intrinsèquement obsolète, inefficace ou primitif, c'est que la nouvelle bureaucratie financière avait besoin d'assimiler son énorme valeur accumulée pour pouvoir ensuite justifier sa destruction. D'ailleurs, pendant plus d'un siècle après la création de la banque, les tallies ont continué d'exister, de circuler et de fonctionner avec une redoutable efficacité. Dans les années 1730, ils étaient même devenus la forme dominante de financement du gouvernement britannique. Un chercheur nommé Mitchell Innes a noté avec une grande acuité que pratiquement l'intégralité des affaires de l'échiquier anglais consistait en l'émission, la négociation et la réception de ces bâtons de bois. Ils n'étaient pas les outils archaïques de paysans ignorants. Ils étaient des instruments financiers hautement sophistiqués. Ils circulaient librement sur des marchés secondaires dynamiques. Ils étaient escomptés par les courtiers, échangés, achetés et vendus par des investisseurs. Ils fonctionnaient simultanément comme des obligations d'État, des reçus fiscaux transférables et une véritable monnaie courante. Et le trait le plus dangereux pour le pouvoir financier centralisé naissant, il ne nécessitait l'intervention d'aucune institution privée ou banque centrale pour être créé, validé ou compensé. La couronne les émettait pour payer ses fournisseurs, et la couronne les acceptait en retour comme paiement légitime des impôts. Cette simple acceptation souveraine créait une demande réelle, et cette demande ancrait leur valeur tangible. Le système était autoporteur, décentralisé dans sa circulation et remarquablement stable. Puis, en 1782, sous l'influence croissante des architectes de la finance moderne, le Parlement britannique a approuvé une loi déclarant solennellement que les tally sticks seraient progressivement éliminés. Mais il y avait une clause dans ce texte, une de ces petites lignes insidieuses en bas de page qui redéfinissent des époques entières. La loi ne prendrait effet que lorsque les titulaires restants de sinécures au sein de l'échiquier seraient décédés ou auraient pris leur retraite. Une sinécure est un poste prestigieux qui offre un salaire confortable mais ne requiert presque aucun travail réel. Le système n'a pas été assassiné d'un coup sec. Il a été condamné à une lente mort par attrition, à s'éteindre de vieillesse. Le tout dernier chambellan de l'échiquier, s'accrochant à ses privilèges, n'est mort qu'en 1826. Pendant 44 ans, un demi-siècle, le système de bois a persisté dans un étrange purgatoire bureaucratique, pas tout à fait vivant pour évoluer, mais pas tout à fait mort pour être remplacé. Et durant tout ce temps, au fil de ces décennies d'attente, 6 siècles de tally sticks retournés à l'État
se sont accumulées, montagnes de bois inertes, dans les vastes salles d'entreposage du palais de Westminster. 2 plaines chartées de bois de noisetier soigneusement entaillées, représentant la mémoire matérielle, la colonne vertébrale financière de l'Angleterre médiévale et du début de l'ère moderne. Il y avait là des reçus d'impôts datant du règne d'Henri II, des registres de dettes finançant les batailles de la guerre de 100 ans, la preuve physique, indéniable et tactile de la façon dont le commerce libre fonctionnait avant l'hégémonie de la banque moderne. Tout cela gisait, empilé, oublié, dans des sous-sols obscurs. Le 16 octobre 1834, Richard Weobley, le greffier des travaux du Parlement, a reçu des instructions précises de ses supérieurs, se débarrasser définitivement de ces talis accumulés. Il a pris une décision qui défie la logique. Il a choisi de ne pas les distribuer gratuitement comme bois de chauffage aux nombreuses familles pauvres qui gelaient dans les rues environnantes de Londres, ce qui aurait pourtant été la procédure habituelle, logique et charitable. Au lieu de cela, il a donné l'ordre spécifique et strict qu'ils soient brûlés, de manière contrôlée, dans les 2 immenses fourneaux de chauffage situés directement sous la Chambre des Lords. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma qui se répète avec une précision troublante. À chaque fois qu'une lourde bureaucratie étatique ou financière désire ardemment effacer les traces du passé, effacer les preuves qu'une alternative a existé, le feu est invariablement son outil de prédilection. 2 ouvriers irlandais, Joshua Cross et Patrick Furlong, ont été désignés pour accomplir cette tâche fastidieuse. Ils ont commencé à l'aube et ont continué tout au long de la journée, alimentant implacablement les flammes avec 700 ans de registres financiers irremplaçables. L'histoire transformée en cendres. Au cours de l'après-midi, Madame Wright, la gouvernante adjointe des lieux, a remarqué une chaleur oppressante et une fumée âcre envahissant les couloirs. Elle s'est montrée profondément déconcertée et alarmée par la température brûlante des sols sous ses pieds. Elle a prévenu les ouvriers, mais ceux-ci, obéissant aux ordres, ont obstinément insisté pour terminer leur besogne mortifère. Les fourneaux ont finalement été éteints vers 17 heures. À 18 heures, les flammes invisibles s'étaient frayé un chemin et léchaient déjà les planchers de bois de la majestueuse chambre des lords. Le revêtement en cuivre pur du conduit de la cheminée s'était littéralement liquéfié sous l'effet de la chaleur extrême dégagée par ce bois antique et ultra sec. Le feu s'est propagé avec une vélocité terrifiante. À 18h30 ce soir-là, une boule de feu massive a explosé à travers le toit du Parlement, illuminant la nuit londonienne. Ce brasier est devenu le plus grand incendie de l'histoire de Londres entre le tristement célèbre grand incendie de 1666 et la dévastation des bombardements du Blitz lors de la Seconde Guerre mondiale. La lumière était si intense que le roi et la reine pouvaient voir l'immense colonne de flammes depuis les fenêtres du château de Windsor, à plus de 30 km de là. La Chambre des communes, le berceau de la démocratie britannique, et la Chambre des Lords ont été totalement, irrémédiablement détruites en quelques heures. Le grand Westminster Hall n'a survécu que de justesse, sauvé par les efforts héroïques et désespérés des pompiers et par un changement soudain et providentiel de la direction du vent. Les dommages architecturaux et historiques ont été évalués à la somme astronomique de 2 millions de livres de l'époque. Le bâtiment gouvernemental, dans une ironie suprême, n'était pas assuré. À la suite de ce désastre, aucune véritable enquête criminelle n'a abouti. Personne n'a été formellement poursuivi. Personne n'a passé une seule nuit en prison pour la destruction du siège du gouvernement. Le Premier ministre de l'époque, le vicomte Melbourne, a balayé l'affaire avec une condescendance méprisante, la qualifiant simplement d'une des plus grandes manifestations de stupidité jamais enregistrées. Mais devons-nous vraiment nous contenter de la thèse de la stupidité? 21 ans plus tard, le grand romancier et observateur social Charles Dickens s'est adressé à l'Association de la réforme administrative. Il a décortiqué cette séquence d'événements avec une précision chirurgicale baignée d'un sarcasme acide. Il s'est moqué ouvertement de ce qu'il appelait
l'adhésion obstinée à une coutume obsolète. Il a souligné que, lorsque la question du remplacement des talis par des registres de papier prétendument civilisés a été soulevée pour la première fois, toute la lourde bureaucratie du pays s'est figée d'horreur à la simple évocation de cette idée audacieuse et originale. Il a fallu attendre de 1782 à 1826, rien que pour réussir à abolir légalement l'usage des bâtons de bois. Puis, il a fallu encore 8 longues années d'inertie avant de prendre la décision expéditive de les brûler. Et, dans l'acte même de brûler ces archives encombrantes, ils ont anéanti le siège même du pouvoir législatif. Dickens a trouvé dans cet événement une métaphore sombrement appropriée, une poésie macabre. La bureaucratie, fondamentalement incapable de se réformer elle-même de l'intérieur, avait fini par s'auto-immoler. Cependant, il y a un détail qui émerge de cette cendre, un détail qui me perturbe infiniment plus que l'incendie lui-même. C'est le détail qui expose à la lumière crue la mécanique véritable de l'effacement institutionnel. En 1850, à peine 16 ans après cet incendie dévastateur, Alfred Smith, le chirurgien résident de la Banque d'Angleterre, a rapporté une observation qui devrait glacer le sang de quiconque s'intéresse à la fragilité de la mémoire humaine et de l'histoire. Smith avait passé du temps à examiner les quelques rarissimes spécimens de Tally Sticks qui avaient les survécu et qui étaient encore conservés par la banque. Il tentait, en tant que scientifique, de comprendre la mécanique de leur lecture, le code de ces entailles. Sa conclusion a été rédigée avec une franchise brutale et effrayante. Aucun gentleman au sein de la Banque d'Angleterre ne se souvient de la manière de les lire. Je vous demande de relire mentalement cette phrase. Arrêtez-vous un instant pour mesurer le poids terrifiant de ces mots. 726 années d'utilisation continue, ininterrompue, au cœur même des transactions quotidiennes de l'empire le plus puissant du monde. Et il n'a fallu que 16 petites années pour que l'oubli soit total, absolu. Les registres physiques avaient disparu, avalés par le feu des fourneaux. La mémoire institutionnelle, la compétence humaine à déchiffrer ce langage économique, s'était évaporée. Il ne restait plus que l'étymologie, intacte mais fantomatique, flottant dans les conversations. Stock, la souche, stockholder, le détenteur de la souche. Les courtiers de la City de Londres parlaient encore d'aller long, prendre une position longue, détenir la partie longue du bâton qui prouve la créance, ou d'aller short, prendre une position courte, détenir le foil, la partie courte, la dette, le fantôme d'un système gigantesque, d'une infrastructure qui a défini la civilisation britannique, était préservé uniquement dans l'éthique du langage parlé, tandis que la preuve tangible et la compréhension technique de ce système étaient devenues de la cendre. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande de vérifier par vous-même. Cherchez les archives parlementaires britanniques de 1834. Cherchez les mémoires d'Alfred Smith. Cherchez les discours de Charles Dickens. Peut-être suis-je en train de voir des schémas, de tisser des conspirations là où elles n'existent pas. Peut-être que la destruction du Parlement de Westminster était exactement ce qu'elle semblait être au premier coup d'œil, l'incompétence bureaucratique la plus banale et rien de plus. L'explication la plus simple, la théorie de la bêtise humaine, est souvent acceptée comme la bonne. Un greffier a pris une décision hâtive et stupide. Des ouvriers fatigués ont été paresseux et imprudents. Le bois antique, desséché par des siècles de stockage, a brûlé à une température imprévisible. Le Parlement a pris feu. C'est tragique, certes, mais c'est un accident explicable. Sauf que, lorsque je regarde les archives, je ne peux pas m'empêcher de fixer la chronologie, l'alignement troublant des dates. La Banque d'Angleterre, le cœur du nouveau système de contrôle, est fondée en 1194. Les Tally Sticks, la monnaie libre du peuple, sont formellement abolis en 1826. La preuve documentaire, les millions de transactions physiques, sont incinérées en 1834.
Au cours des 140 premières années de l'existence de la Banque centrale moderne, la preuve physique, indéniable et massive de la manière dont le commerce fonctionnait sans elle a été vaporisée. Et la mémoire institutionnelle, le savoir-faire permettant de lire et de valider ces contrats de bois, a disparu à peine 16 ans après. Vers 1850, plus personne de vivant dans les couloirs du pouvoir financier mondial ne pouvait même déchiffrer les spécimens survivants. Quel genre de système commercial fonctionne avec un succès aussi éclatant, finançant des guerres, des cathédrales et des routes pendant plus de 7 siècles, pour devenir complètement et totalement illisible en l'espace d'une seule génération après son interdiction? Quels registres financiers ont été jugés à ce point inutiles, dangereux ou obsolètes que leur incinération de masse, leur destruction par le feu, a été jugée préférable à leur préservation historique élémentaire? Pourquoi absolument personne, au sein du gouvernement britannique, de ses ministères, de ses académies, n'a-t-il pensé à sauvegarder ne serait-ce que quelques centaines de spécimens adéquats pour l'étude historique des futures générations avant d'ordonner d'allumer les fourneaux? Le British Museum existait déjà et collectionnait les artefacts du monde entier. La Royal Society existait et prônait la méthode scientifique. L'érudition des antiquaires était florissante à Londres. Et pourtant, 2 charrettes remplies de documents de sources primaires, des données vitales pour comprendre l'histoire économique intime de l'Angleterre, ont été jetées au feu par de simples manœuvres payées pour finir le travail avant la nuit. Et le bâtiment majestueux où cette décision inepte a été prise a brûlé jusqu'aux fondations en conséquence directe. C'est presque poétique dans sa brutalité. Mais je veux que nous reculions d'un pas. Je veux que nous élargissions notre vision au-delà de Londres, au-delà de 1834. Je veux que nous regardions la fenêtre temporelle critique qui s'étend du milieu du XIXe siècle aux premières décennies du XXe siècle, 1850-1930. Parce que lorsque vous examinez cette période, vous voyez le même mécanisme systémique, la même force destructrice s'appliquer sans relâche sur la mémoire humaine. Ce n'est pas un phénomène isolé en Angleterre. L'histoire officielle dit que l'évolution vers la modernité a été un long fleuve tranquille. Mais les mathématiques de la destruction documentaire disent autre chose. Regardez ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Le recensement fédéral américain de 1890 était le décompte de population le plus détaillé, le plus intime et le plus critique jamais réalisé. Il recensait 63 millions d'âmes à un moment charnière, le moment exact de la fermeture officielle de la frontière américaine, la transition entre l'ancien monde pionnier et la nouvelle ère industrielle. Il contenait les détails de l'immigration, du service militaire pendant la guerre de sécession, du statut de propriété de chaque famille. Ce recensement était la clé de voûte de la mémoire généalogique américaine. Or, contrairement à tous les autres recensements précédents, on a décidé de ne pas faire de copie de sauvegarde locale. Il a été stocké de manière incompréhensible, en dehors de la chambre forte ignifugée, dans un sous-sol encombré du département du commerce. En janvier 1921, il a pris feu. Encore un incendie accidentel. Environ un quart des dossiers ont été détruits. Mais le plus troublant est la suite. Les 75% restants, endommagés par l'eau et la fumée, mais récupérables, ont été laissés à pourrir dans un entrepôt pendant 12 longues années. Le gouvernement a ignoré les supplications désespérées des historiens et des généalogistes qui imploraient qu'on les restaure. Puis, en 1933, le Congrès a ordonné leur destruction silencieuse, la veille même du jour où la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales, conçu précisément pour éviter cela, a été posée. Sur 63 millions de noms, à peine 6 000 ont survécu. Des archives entières évaporées. Pendant cette même fenêtre temporelle, 1850-1930, des langues entières, amérindiennes, aborigènes, ont été interdites dans les écoles et éradiquées. Les Orphan Trains, les trains des orphelins, ont déplacé 250 000 enfants prétendument sans parents à travers l'Amérique, effaçant leur nom d'origine, falsifiant leurs identités et coupant tout lien avec leur passé. En réalité, 90% d'entre eux avaient au moins un parent vivant,
souvent des immigrants pauvres. Leurs identités ont été réinitialisées par la bureaucratie. Dans la même période, l'architecture ancienne, présentant des proportions anormales et des technologies troublantes, a été qualifiée d'exposition temporaire en plâtre lors des expositions universelles, comme à Chicago en 1893, puis précipitamment démolie ou mystérieusement incendiée en quelques mois. Dans la même période, les asiles psychiatriques se sont multipliés, enfermant des femmes et des hommes gênants, où la simple lecture de romans ou un désaccord avec son mari suffisait à effacer une existence sociale, confisquant biens et enfants sous le couvert de la loi sur la couverture. La bureaucratie d'État a toujours une excuse logistique parfaitement calibrée sous la main. Les archives occupaient trop d'espace. C'était du matériau hautement inflammable. Les dossiers ont été ruinés par l'eau des pompiers. Le système était devenu obsolète. Mais le résultat final est toujours, invariablement, mathématiquement, le même. Une amnésie forcée, un reset culturel. Ils effacent les preuves matérielles du système précédent, de la démographie précédente, des alternatives passées, pour que le système de contrôle actuel paraisse être la seule option naturelle, logique et inévitable. Si vous avez déjà essayé de retracer votre propre généalogie, de chercher l'histoire de votre propre famille au-delà de 1870 et que vous avez heurté ce mur de briques inexplicable où tous les registres semblent soudain s'arrêter ou avoir disparu dans des incendies de tribunaux opportuns, vous savez exactement de quoi je parle. Vous avez ressenti l'impact de ce mécanisme. Le vocabulaire de nos finances modernes est littéralement hanté par des morceaux de bois mort. Stock. Stockholder. Les traders de Wall Street parlent encore de prendre une position longue ou de prendre une position courte. Des termes qui, à l'origine, décrivaient très littéralement quelle moitié du bâton de comptage taillé vous teniez physiquement dans votre main. La pièce la plus longue signifiait que l'on vous devait de l'argent. La pièce la plus courte signifiait que vous étiez le débiteur. Chaque fois que vous ouvrez l'application bancaire sur votre smartphone pour vérifier votre portefeuille d'actions, chaque fois que vous lisez la presse économique, vous utilisez des mots qui signifient un morceau de bois de noisetier fendu avec des encoches. Le langage se souvient fidèlement de ce que les documents ont oublié ou de ce qu'on les a forcés à oublier. Certains diront, avec un haussement d'épaule, qu'il s'agit simplement d'une histoire intéressante, d'une note de bas de page excentrique et un peu triste sur la rudimentaire comptabilité médiévale. Mais je repense à Alfred Smith, debout dans les couloirs grandioses et silencieux de la Banque d'Angleterre en 1850. Je l'imagine tenant dans sa main un talistique que personne, absolument personne de vivant autour de lui, ne pouvait lire. Il tentait désespérément de reconstruire mentalement un système qui était de notoriété publique, d'un savoir banal et quotidien, à peine 25 ans plus tôt. Je pense aux fourneaux situés sous la chambre des lords, brûlant avec une telle furie, une telle intensité concentrée, qu'ils ont fait fondre le cuivre massif et mis le feu au plancher du pouvoir. Je pense aux schémas répétitifs de documents méticuleusement détruits, de connaissances méthodiquement perdues, de mémoires institutionnelles purgées par le feu ou par l'eau, et d'un système nouveau, stérile, centralisé et contrôlable, qui s'avance dans la fumée pour remplir le vide immense laissé derrière. Que se passerait-il si l'expérience monétaire décentralisée la plus réussie de toute l'histoire européenne n'avait pas été dépassée par quelque chose d'intrinsèquement meilleur ou de plus évolué? Que se passerait-il si elle avait simplement été oubliée de force? Pas par le biais d'une conspiration hollywoodienne d'hommes en capuche se réunissant dans l'ombre, mais simplement par la négligence armée d'une bureaucratie. Par la décision délibérée de brûler les registres plutôt que de les étudier. Par l'arrogance institutionnelle qui postule que ce qui est moderne, centralisé et contrôlé par une élite bancaire est toujours, invariablement, supérieur à ce qui est ancien, distribué et géré par la communauté. Par notre échec collectif à nous demander pourquoi un système a fonctionné de manière impeccable pendant 700 ans avant d'être jeté aux ordures de l'histoire dans sa totalité.
Les questions demeurent, suspendues dans l'air lourd de l'histoire, sans réponse. Pourquoi brûler plutôt que préserver? Qui prend cette décision? Pourquoi l'oubli institutionnel s'est-il abattu avec une vitesse aussi anormale, presque virale? Qu'y avait-il d'autre enregistré sur ces talis d'impôts et de dettes que nous ne saurons jamais, qui s'est évanoui dans la fumée noire au-dessus de Londres ce soir d'octobre? Et pourquoi, lorsque vous analysez à la loupe le langage du pouvoir de la finance moderne, absolument chaque mot pointe-t-il vers des morceaux de bois brisés que quelqu'un, investi du pouvoir de l'État, a décidé de détruire? Je n'ai pas toutes les réponses à ces questions vertigineuses. Je n'ai que les questions elles-mêmes. Je n'ai que les schémas qui se répètent à travers les siècles. Je n'ai que le fantôme d'un système qui a survécu à 7 siècles de guerres sanglantes, de fléaux dévastateurs, de changements de dynastie et de famines, mais qui n'a pas pu survivre à 20 misérables années d'oubli institutionnel programmé. L'étymologie s'en souvient, les documents, eux, ont brûlé. Et le Parlement britannique lui-même s'est consumé dans les flammes la nuit exacte où la bureaucratie a décidé, une fois pour toutes, d'effacer les preuves. Posez-vous cette question finale. Qui profite réellement lorsque nous oublions collectivement que les communautés étaient capables de réguler leur propre économie, d'émettre leur propre crédit, sans avoir besoin d'une banque centrale, extrayant des intérêts et du pouvoir entre chaque interaction humaine? Pourquoi, à chaque fois qu'un registre vital, un recensement crucial, une archive dérangeante qui contredit la narration officielle de l'État devient gênante, finit-elle, comme par un curieux hasard, stockée à côté d'une chaudière défectueuse ou assignée comme combustible pour un fourneau? Si aujourd'hui, dans notre ère numérique florissante, avec des sauvegardes dans le cloud et des serveurs redondants, les grandes corporations et les gouvernements contrôlent totalement vos clés d'accès, votre identité numérique, vos données financières, à quelle vitesse pourraient-ils effacer notre système actuel et notre mémoire collective s'ils décidaient soudainement qu'elle ne leur sert plus? Que laisserons-nous derrière nous, à part des mots dont nos descendants ne comprendront plus l'origine? Ne permettez pas que la mémoire de ce que nous avons été soit à nouveau réduite en cendres par l'indifférence. Partagez cette enquête avec quelqu'un qui a la capacité de comprendre le poids réel de ces questions. Laissez dans les commentaires depuis quel coin du monde vous nous aidez à préserver ces archives avant qu'elles ne soient réécrites. Une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer.